Alors que le chaos s'ensuivit, les membres restants du CAO Gang arrivèrent au quai et encerclèrent le groupe de Cheng Dalai. Liu Jai, qui se tenait derrière Cheng Dalai, tremblait de peur, mais Cheng Dalai l'a rassuré de ne pas avoir peur. L'un des membres du CAO Gang a confronté Cheng Dalai, se demandant d'où il venait et critiquant son acte de tuer quelqu'un avant même de quitter le navire, le jugeant sauvage. En réponse, Cheng Dalai a défié le membre du CAO Gang, exigeant de savoir qui il était. Le membre du CAO Gang, les Jiaming, s'est présenté comme l'adjoint de Liu et a déclaré qu'il était là sur ordre de Maître Sun pour régler les choses là-bas. Cheng Dalai, peu impressionné, a rabaissé les Jiaming en lui demandant s'il était qualifié pour lui parler et a exprimé son dédain à l'égard de l'endroit où personne ne comprenait les règles à Yangzhou. Les Jiaming l'a appelé avec frustration. Les tensions se sont intensifiées lorsque les Jiaming a appelé à se venger de Maître Liu, incitant Gao Feibao à montrer qu'il était prêt, tandis que Zhang Fei demandait à Jailong s'il le ferait cette fois-là, tandis que l'autre membre de Cheng Dalai, qui était sur le navire, préparait leurs flèches, prêt à engager la bataille. Cependant, Cheng Dalai, professant désormais sa récente croyance dans le bouddhisme, a fait remarquer qu'il ne voulait pas provoquer un karma plus mortel. Liu Jai affichait un visage heureux pendant que Cheng Dalai la tapotait. Les Jiaming a contemplé la férocité du groupe de Cheng Dalai, réalisant qu'ils avaient tué sans hésitation, et a décidé à contre-cœur de les laisser passer. Cheng Dalai a insulté les Jiaming avant d'exiger d'être dirigé vers la meilleure auberge de Bod City, ce qui a frustré les Jiaming, pensant que Cheng Dalai avait une grande gueule et se demandant d'où venait Cheng Dalai. Cependant, les Jiaming a directement répondu que c'était dans la tour Yuyang, demandant à Cheng Dalai pourquoi il avait demandé. Cheng Dalai a calmement répondu à les Jiaming qu'il se reposerait dans la tour Yuyang ce jour-là et a demandé à les Jiaming que leur chef vienne le voir cette nuit-là. Bien qu'enragé, les Jiaming a reconnu la tenue vestimentaire et les manières de Cheng Dalai qui correspondaient à celles des nobles du Nord et des soldats aguerris qui accompagnaient Cheng Dalai. Il les a laissés passer à contre-cœur, mais l'un des membres du gang a exprimé son dédain à propos de la mort de Maître Liu. Cheng Dalai a alors annoncé à son groupe qu'ils allaient débarquer. Cependant, les Jiaming a arrêté Cheng Dalai pendant un moment et lui a dit que Cheng Dalai avait tué quelqu'un de leur gang de vaches et que quelqu'un lui en parlerait. Il a ensuite demandé le nom de Cheng Dalai. Cheng Dalai s'est présenté comme Apahufad, laissant les Jiaming réciter son nom. L'un des membres de les Jiaming lui a demandé ce qu'il devait faire et, frustré, s'il devait simplement laisser Cheng Dalai partir comme ça. Les Jiaming a demandé à ses membres de rapporter la rencontre à Maître Sun et a exprimé sa détermination à ne pas laisser le groupe de Cheng Dalai s'en sortir. La plupart des soldats Liu sont restés sur le navire pour le garder, et les personnes qui ont quitté le navire se sont rendues à la tour Yuyang pour s'installer. Tout le monde était divisé pour trouver des commerçants capables de négocier avec eux des céréales. Cheng Dalai, Zhang Fei et Cailong marchaient. Cheng Dalai a montré son intérêt pour Yangzhou, affirmant que c'était un lieu florissant depuis des milliers d'années et le rêve de nombreux poètes talentueux. Il comparait l'eau qui coule sous un petit pont à la beauté d'une femme. Pendant qu'il se promenait, Cheng Dalai a exprimé sa connaissance du fait que la ville des 1000 bateaux n'était pas la ville la plus riche de Yangzhou. Il réfléchit à la capitale de la préfecture de Yangzhou. S'engageant dans la conversation, Cailong a fait remarquer que l'endroit était réputé non seulement pour sa riche culture littéraire, mais aussi pour être une plaque tournante d'armes rares et de haute qualité, difficile à trouver ailleurs dans le monde. Intrigué, Cheng Dalai a fait appel à son système pour fournir des informations sur la ville de Yangzhou. Le système partageait que Yangzhou avait en effet été une plaque tournante de talents, répertoriant diverses personnes compétentes, notamment celles ayant d'excellentes manières, des peintres renommés, des tailleurs qualifiés, des entremetteurs exceptionnels, des bûcherons talentueux et des diseuses de bonne aventure. En réfléchissant aux informations du système, Cheng Dalai s'est rendu compte que le nombre de talents extraordinaires semblait rare parmi des millions de gens ordinaires. Pendant ce temps, l'attention de Cailong a été captée par quelque chose qu'ils ont repéré alors qu'il marchait, le poussant à exprimer sa curiosité avec un air interrogateur sur son visage. Alors que Cheng Dalai réfléchissait encore à la situation, le village comptait désormais 4 personnes au potentiel légendaire. Il avait bon espoir pour l'avenir, estimant que les choses allaient dans la bonne direction. Au milieu de ses réflexions, une personne a soudainement annoncé que c'était le 50e anniversaire de Wu Tianjai, le propriétaire de la Golden Dragon Security Company. Pour célébrer, l'entreprise a organisé un événement de 10 jours connu sous le nom d'Anneau d'Or. Le but de cet événement était d'améliorer la réputation de la Yang Golden Security Company et d'organiser une fête à laquelle étaient invités des personnalités du monde des affaires. Il a en outre annoncé que quel que soit le résultat des performances lors de l'événement, il y aurait une récompense d'1 ou 2 frais pour tous les participants qui apparaîtraient sur scène.
L'annonceur a informé la foule que survivre à 10 rounds contre le Ring Guardian leur permettrait d'entrer en tant qu'invité dans la Golden Dragon Security Company. De plus, le challenger victorieux serait récompensé par 200 queues de flocons de neige en argent. Une personne dans la foule a fait remarquer que le Ring Keeper était leur principal garde de sécurité, Liu Yinshan, et s'est demandé qui pourrait le vaincre. Dans la bataille intense à l'intérieur du ring, Liu Yinshan, comme l'a mentionné la personne dans la foule, a donné un puissant coup de poing au visage de son adversaire. Il a ensuite saisi avec force le poignet de l'homme et lui a appliqué une telle pression que les mains de l'homme ont été brisées, ce qui l'a fait vomir du sang et lui a fait perdre connaissance. Au milieu de la bataille à l'intérieur du ring, une autre personne a fait remarquer que Liu Yinshan était connu sous le nom d'Ironclaw Eagle. Avec son fouet de fer, il avait dominé le monde des affaires pendant de nombreuses années sans jamais perdre un garde du corps. En entendant cela, quelqu'un a suggéré de le faire tomber et d'utiliser l'argent de la récompense promise pour soigner ses blessures. Yinshan, qui venait de remporter la bataille, s'est adressé à la foule, soulignant les dangers du ring et invitant ceux qui avaient un réel talent à le défier, forgeant ainsi des amitiés grâce aux arts martiaux. Avec détermination, il a averti ceux qui n'avaient pas de compétences d'éviter de se ridiculiser et de risquer la mort avec sa griffe de fer. Saisissant l'instant, Cheng Dalai a demandé à Jailong de paralyser l'un des bras de Yinshan, ce que Jailong a accepté avec un sourire narquois. Zhang Fei, riant hystériquement, a montré une expression déterminée et a soudainement couru dans la zone du ring pour combattre Yinshan, surprenant Cheng Dalai, qui a appelé Zhang Fei avec horreur. Yinshan a sévèrement remis en question les intentions de Zhang Fei, critiquant son comportement imprudent et soulignant que le ring était censé être un événement d'arts martiaux, et non une plateforme pour nuire à autrui. Zhang Fei a rejeté les inquiétudes de Yinshan et a exprimé son empressement à s'engager dans le combat. Il a proclamé avec confiance qu'il assumerait le rôle de professeur de Yinshan et démontrerait la véritable essence des arts martiaux. Yinshan a mis Zhang Fei au défi de choisir entre se battre à coups de poing et de pied ou utiliser des armes. Il désigna les armes disponibles à proximité, mentionnant spécifiquement le lasso de fer qu'il avait choisi comme arme. Zhang Fei a saisi une lance dans la zone des armes et a chargé vers Yinshan, lançant une attaque rapide. Cependant, Yinshan a réagi rapidement, utilisant son lasso de fer pour bloquer l'assaut de Zhang Fei. Alors que la bataille s'ensuivait, Yinshan, impressionné par la technique féroce de la lance de Zhang Fei, serra les dents alors qu'il sautait de côté pour esquiver la lance. L'attaque de Zhang Fei a laissé un impact sur le sol du ring, provoquant un autre coup de Zhang Fei, laissant Yinshan incapable de se positionner correctement alors qu'il tentait d'échapper à l'attaque. Yinshan, luttant pour éviter les attaques incessantes de Zhang Fei, pensait que les deux premiers mouvements avaient un nom si puissant et se demandait quel était le nom du troisième mouvement, alors qu'il serrait les dents encore plus fort, le laissant concentrer uniquement sur sa défense contre Zhang Fei. Cheng Dalai a observé la bataille intense sur le ring et a exprimé son admiration pour les compétences de Zhang Fei, notant comment il avait poussé son adversaire à ses limites. Cheng Dalai a observé la croissance étonnante de Zhang Fei et n'a pu s'empêcher d'être étonné. Malgré le peu de temps dont il disposait pour apprendre la technique de la lance à trois mains, Zhang Fei avait réussi à monter de niveau si rapidement. Alors que Zhang Fei était sur le point d'attaquer, Yinshan a trouvé une ouverture et a lancé une frappe à Zhang Fei. Jailong a commenté Yinshan, déclarant qu'il avait forcé Zhang Fei à faire moins de 3 pas, notant que la lance de Zhang Fei ne pouvait plus être utilisée. Yinshan a réussi à saisir la lance de Zhang Fei, laissant Zhang Fei incapable d'utiliser ses mouvements efficacement. Zhang Fei s'est rendu compte du désavantage dans lequel il se trouvait. Pendant ce temps, Yinshan, révélant un sourire sinistre, a sorti un couteau caché de son lasso de fer et a visé à poignarder Zhang Fei. Cependant, avant que Yinshan ne puisse porter le coup fatal, Jailong est intervenu. Avec une technique rapide et puissante, Jailong a sauté dans le ring de combat, séparant Yinshan et Zhang Fei et créant un nuage de poussière. Jailong a alors parlé avec confiance, disant à Zhang Fei qu'il pouvait regarder la bataille et lui assurant qu'il manipulerait Yinshan tout en souriant. En voyant Jailong, la foule, en particulier les filles, a été captivée par son charme. Ils l'ont acclamé, exprimant leur admiration et le trouvant incroyablement beau. Quelque part dans la ville de Yangzhou, la bataille entre Jailong et Yinshan a eu lieu. Maintenant, c'est Jailong qui affrontait Yinshan dans une confrontation intense. Yinshan fut surpris par l'apparence de Jailong et se demanda d'où il venait. Il a comparé Jailong à Zhang Fei, notant leurs capacités similaires. Malgré la jeunesse de Jailong, Yinshan lui a épargné la vie mais lui a dit de quitter le ring. La foule a applaudi en réponse. Jailong a confronté Yinshan, le visage rempli de sérieux, et lui a demandé s'il avait l'intention de tuer Zhang Fei.
Yin Shan a rejeté l'inquiétude de Jailong, déclarant que Zhang Fei n'était qu'une personne délirante sans aucune réelle capacité. Il a déclaré son intention de donner une leçon à Zhang Fei et a même menacé de lui enlever un œil pour lui faire prendre conscience de ses limites. Refusant de reculer, Jailong a déclaré qu'il ne ferait qu'un seul geste. Si Yin Shan pouvait résister à l'attaque et survivre, Jailong lui épargnerait la vie. Soudain, Jailong a montré un immense pouvoir à Yin Shan, tandis que la foule de filles a applaudi Jailong. Au milieu des acclamations, Zhang Fei a exhorté Jailong à ne pas épargner Yin Shan et à lui donner une leçon. Jailong a libéré son pouvoir intense, s'enveloppant de flammes, et a demandé à Yin Shan s'il pouvait le supporter. Le système est apparu et a exprimé son étonnement face aux compétences de puissance intense de Jailong. Cheng Dalai, de son côté, réfléchissait à l'importance des arts martiaux légendaires et s'interrogeait sur le bonus élevé de puissance de combat qu'il possédait. Dans le ring, Jailong a sauté et a attaqué Yin Shan dans les airs avec les flammes qui l'entouraient. Yin Shan se couvrit de son lasso de fer et supplia désespérément, incapable de résister aux lumières aveuglantes émises par Jailong. Cependant, Jailong a déclenché une puissante attaque qui a englouti Yin Shan. Après l'attaque, le ring de combat était couvert de fumée et Yin Shan souffrait de blessures et faisait un effort pour se relever. Les filles dans la foule ont éclaté de joie, jetant des bourses d'argent en l'air et formant des cœurs avec leurs yeux. Pendant ce temps, Jailong, quittant l'arène de combat avec sa récompense, informa Cheng Dalai qu'il avait accompli la tâche. Il s'est ensuite dit surpris du nombre de filles qui l'approchaient. Ils l'ont bombardé de questions et d'invitations, exprimant leur admiration et leur intérêt. Certains lui ont demandé son âge et son état civil, tandis que d'autres lui ont offert du thé ou l'ont invité chez eux. Les filles ont applaudi et ont été ravies à la vue de Jailong. Submergé par toute cette attention, Jailong rougit et tenta de repousser les filles, refusant leurs avances. Cheng Dalai a tenté de calmer la situation, rappelant à tout le monde que Jailong était encore un enfant et qu'il ne devrait pas être comme ça. Il a agi en tant qu'agent de Jailong et a exhorté les filles à se calmer. Il a déclaré avec humour que Jailong était fatigué et avait besoin de repos. Cependant, tous les efforts qu'il a déployés n'ont pas été efficaces. Cheng Dalai a ensuite coupé le sac et a jeté l'argent du prix en l'air, et des pièces d'or sont tombées d'en haut, provoquant la surprise des habitants de la région. Alors que tout le monde se précipitait pour récupérer sa part, Jailong, profitant du chaos, réussit à échapper à la foule. Cheng Dalai, soulagé, leur suggéra de se retirer. Épuisé, Jailong approuva avec une expression boudeuse. Cheng Dalai a exprimé sa surprise face au potentiel de Jailong à devenir une idole. À ce moment-là, une femme dans le chaos repéra Jailong. Alors qu'il continuait à marcher, le soleil commença à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur la ville. Jailong, curieux du concept d'idole, a interrogé Cheng Dalai à ce sujet. Cheng Dalai a eu du mal à trouver une explication et a mentionné que des personnes comme lui pouvaient être considérées comme des idoles. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à la tour Yueyang. Cheng Dalai est entré dans l'hôtel et un homme s'est approché de lui, l'informant d'une conférence de débat sur les trésors. S'il était un invité de l'hôtel, il pouvait y assister. Il a poliment expliqué que c'était une opportunité de réseautage et d'échange d'informations avec des hommes d'affaires du Nord et du Sud. Si Cheng Dalai était intéressé, il pourrait le regarder la nuit. Cheng Dalai a examiné la conférence sur le débat sur le trésor, mentionnant que s'il avait le temps, il la regarderait. Cependant, il était occupé le soir, en fonction du temps dont il disposait. Il a ensuite demandé à l'homme d'informer tous les serviteurs de rester à l'extérieur et de ne livrer que de la nourriture chaque jour. L'homme a répondu par l'affirmative mais a mis en doute la capacité des mains et des pieds maladroits à répondre aux besoins des invités de marque. Même les éclaireurs renvoyés aujourd'hui sont progressivement revenus. Liu Jai et le petit loup blanc ont fait du shopping toute la journée, mais ils n'ont acheté que quelques pinceaux et poudre à Yangzhou. Pendant que Shenji et Gao Feibao se promenaient, ils sont allés au pub pour boire du vin. Cheng Dalai soupira en touchant son front, ressentant un mal de tête en pensant à son groupe qui n'avait pas fait son travail. Cheng Dalai a informé le groupe qu'il n'irait pas chercher des informations le lendemain. Il leur suggéra de recueillir des informations auprès des marchands de la tour Yueyang, car ce serait un endroit pratique pour se renseigner. Il a souligné la nécessité d'acquérir des céréales rapidement et de partir car il ne leur restait plus beaucoup de temps. Plus tard, dans la chambre de Cheng Dalai avec Liu Jai, ils ont discuté de la conférence sur le débat sur le trésor. Liu Jai a expliqué qu'elle avait été organisée par un riche homme d'affaires qui avait invité les gens à se rassembler, à boire du thé et à discuter. Il y avait des commerçants occidentaux qui vendaient des femmes exotiques, des vêtements et des nouveautés. Cheng Dalai a exprimé son intérêt et a répondu que cela valait la peine d'être visité.
Liu Jai a changé de sujet et a suggéré à Chen Dalai de se laver le visage et de se reposer, considérant qu'il devait être épuisé par le voyage. Elle lui a dit qu'elle lui avait apporté de l'eau chaude. Avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, la porte de la chambre s'est ouverte et Suying est entré avec une autre casserole d'eau tiède. Suying a exprimé sa surprise et Chen Dalai lui a souri innocemment et lui a demandé pourquoi elle avait apporté de l'eau. Suying a fait remarquer sarcastiquement qu'elle voulait boire de l'eau. Liu Jai, se joignant au sarcasme, a mentionné le gros volume du ventre de Suying sur un ton enjoué. Suying a demandé si elle était arrivée au mauvais moment, et Liu Jai l'a rassuré en lui disant que cela faisait longtemps qu'ils n'avaient rien fait ensemble. L'atmosphère dans la pièce devint inconfortable, mais Chen Dalai parvint à garder le sourire. Suying se sentait mal à l'aise, tandis que Liu Jai était soulagé par la chaleur de l'eau chaude. À la tour Yueyang, un rassemblement de lettrés avait lieu, mais ce n'était rien de plus que quelques réunions de lettrés pour parler de la cérémonie du thé, de la calligraphie et de la peinture, de la poésie, du chant et de s'amuser sexuellement. Une personne a suggéré d'utiliser l'hiver comme thème à cette période de l'année. Puis soudain, la voix d'un homme interrompit le moment alors qu'il exprimait ses sentiments pour Miss Wan à travers un joli poème qu'il avait composé. Miss Wan a semblé amusée et a dit à l'homme, dont le nom était Prince Tang, qu'il était un poète talentueux. Ils ont commencé à échanger des compliments alors que le Prince Tang disait que la poésie du monde ne pouvait pas être comparée à celle de Miss Wan. Ils ont commencé à devenir plus flirteurs l'un avec l'autre lorsque le Prince Tang a soudainement posé Miss Wan sur son dos et lui a demandé quelle serait la couleur de son rouge à lèvres, goût sur ses lèvres. Alors qu'ils étaient sur le point de commettre l'acte, des pas soudains se firent entendre à l'extérieur et le Prince Tang fut surpris de découvrir que deux hommes les surveillaient. Zhang Fei s'est ensuite présenté car ils étaient également des invités dans la maison. Ils avaient entendu parler du rassemblement, alors ils décidèrent de lui rendre visite et d'écrire de la poésie avec leur ami. Le Prince Tang ne savait pas d'où venaient ces deux personnes. Il a d'abord pensé qu'ils avaient peut-être entendu le son de la chanson au deuxième étage, c'est pourquoi il voulait monter à l'étage pour jeter un coup d'œil à la fille qui jouait la chanson. Alors que le Prince Tang essayait de tirer des conclusions, il a également estimé que le vin avait été bu, que la chanson qu'ils avaient écoutée était également terminée et que l'ambiance s'était également effondrée. Il décida d'essayer de s'amuser avec les deux personnes. Le Prince Tangler a alors demandé s'ils savaient écrire un poème. Gao Feibao a alors répondu qu'ils en avaient peu de connaissances. Miss Wan s'est alors jointe à la conversation et a suggéré qu'on leur serve une plume et de l'encre pour admirer le chef-d'œuvre des deux. Le Prince Tang a accepté l'idée et les a mis en place. Il s'est même porté volontaire pour tailler l'encre pour eux deux afin de pouvoir admirer pour une fois leur talent littéraire. Il a ajouté que s'il s'agissait d'un poème ou de paroles, si Miss Wan le chantait, alors cela ferait certainement sensation dans la ville demain. Zhang Fei et Gao Feibao semblaient condamnés car ils pensaient que les gens autour d'eux les sous-estimaient. Ils étaient déterminés et se promettaient d'écrire un poème qui choquerait les gens autour d'eux et les frapperait durement en plein visage. Ils semblaient confiants car ils avaient lu tant de livres pendant leur temps libre, et ce jour-là, ils appliqueraient leurs connaissances même si leur esprit devenait complètement vide. Zhang Fei s'est soudainement levé et a annoncé qu'ils avaient été négligents et avaient perturbé leur plaisir. Il a commencé à courir dehors en demandant pardon à tout le monde, pensant qu'ils avaient été impolis avec eux. Le Prince Tang a dit à Zhang Fei d'arrêter de courir et lui a demandé s'il voulait vraiment déjà partir. Il lui a alors dit qu'il devait s'agir de bandits. Zhang Fei a répondu que lui et Gao Feibao étaient trop peu instruits pour faire cela. Il a ensuite ajouté qu'il était sûr que leur prince pourrait l'écrire à son arrivée. Le Prince Tang doutait de la réponse de Zhang Fei et lui demanda s'il avait vraiment appelé son prince et s'il n'allait pas s'enfuir. Alors que Zhang Fei était sur le point de répondre aux doutes du Prince Tang, il a été expulsé et on lui a dit d'y aller seul. Il ne croirait pas que les sauvages du Nord puissent écrire des poèmes. Zhang Fei était dehors lorsqu'il a appelé son prince, Chen Dalai, pour qu'il vienne rapidement car quelque chose de grave s'était produit. Chen Dalai a alors demandé de quoi il s'agissait et Zhang Fei lui a dit que les gens à l'intérieur ne les laisseraient pas partir. Pendant ce temps, lors de la réunion, le Prince Tang était avec Gao Feibao et lui a dit que si Zhang Fei s'enfuyait, il le conduirait lui-même devant le juge. Le Prince Tang lui rappela de quoi il était capable, car un seul message de sa part au chef de la ville pouvait le conduire à la mort. Zhang Fei est revenu avec Chen Dalai, qui a demandé à tout le monde s'il s'agissait d'un rassemblement de lettrés. Il a exprimé son intérêt et a déclaré qu'il se consacrerait aujourd'hui pour montrer de quoi il était capable. Le Prince Tang l'a salué pour aiguiser l'encre, pensant que Chen Dalai n'était qu'une grande gueule. Alors que Chen Dalai attrapait l'encre, le Prince Tang lui demanda s'il allait écrire ou non, car il lui fallut un certain temps pour commencer. Le Prince Tang a commencé à se moquer de lui et à le comparer à ces hommes qui ne pouvaient penser à rien. Mais dans les pensées de Chen Dalai, il essayait simplement de décider quel poème il devait copier. Ses options étaient un poème Tang,
Un poème Song ou un poème Yun. Il en avait trop dans sa réserve. Chen Dalai a commencé à écrire, et le prince Tang a essayé de le distraire et lui a demandé si son écriture n'avait pas été enseignée par un professeur, ce que Chen Dalai a totalement accepté. Le prince Tang ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir alors que Chen Dalai créait un chef-d'œuvre. En regardant la grande muraille et au-delà, il ne restait plus qu'une vaste étendue, en amont et en aval d'un grand fleuve, la perte du monstrueux. Le prince Tang débattait dans son esprit, se disant que ce n'est que lorsqu'il sentirait les montagnes dans sa poitrine qu'il pourrait sentir les montagnes dans ses poèmes. La montagne était dansée par des serpents d'argent, la plaine était parcourue par des éléphants de cire, affrontant le ciel en stature. Le prince Tang fut surpris par ce dont il venait de voir. Il est devenu curieux de connaître le cœur de Chen Dalai alors qu'il écrivait une poésie si merveilleuse. C'était comme si une grande montagne s'y trouvait. Tout le monde dans le bâtiment était émerveillé en voyant le travail de Chen Dalai. Par une journée ensoleillée, regardez la charmante robe rouge. Les rivières et les montagnes étaient si belles et attiraient de nombreux héros pour y grimper. Chen Dalai a alors arrêté son travail lorsqu'il a réalisé que la partie suivante ne pouvait pas être écrite par lui. Les suivants étaient l'empereur Qin, l'empereur Han, l'empereur Tang et l'empereur Song. Il n'existait pas d'empereur Tang ou d'empereur Song dans ce monde. Chen Dalai a également évoqué la génération future de talents. Il copiait les mauvaises œuvres et se sentait gêné. Chen Dalai a décidé de copier un autre poème qui ne pouvait pas être copié et édité afin qu'il soit moins embarrassant de le réécrire. Le prince Tang se demandait pourquoi Chen Dalai avait arrêté d'écrire, mais au lieu de lui demander, il lui a simplement dit que cela suffisait. Chen Dalai a ensuite regardé le prince Tang et lui a demandé ce qu'il voulait dire quand il a dit que c'était suffisant. Le prince Tang a précisé que la partie supérieure était suffisante pour choquer tout le Jiangnan, et que la pièce entière choquerait également le monde, il valait donc mieux s'arrêter. Chen Dalai a alors demandé au prince Tang s'il était désormais autorisé à partir, ce à quoi le prince Tang a totalement accepté. Le prince Tang a exprimé son admiration pour le travail de Chen Dalai alors qu'ils étaient sur le point de partir. En partant, le prince Tang fut un peu surpris de ne plus voir le poème. Le prince Tang était furieux car l'une des personnes rassemblées avait caché le poème composé par Chen Dalai. La nuit, devant la tour Yueyang, Jiaming annonça l'arrivée de Cao Gang avec le fils de leur maître. Le gardien a demandé à Jiaming la raison du changement dans leur relation avec le Trog Gang malgré leur contribution mensuelle constante répondant aux exigences. Jiaming a grossièrement dit au gardien de s'occuper de ses affaires et de partir. De plus, le fils du maître de Jiaming, dont le nom est Delon, était arrivé. Delon a alors demandé si c'était l'endroit où vivait Chen Dalai, ce à quoi Jiaming a confirmé que Chen Dalai avait effectivement séjourné dans l'une des chambres. Delon a exprimé son désir de voir quel jeune homme aurait l'audace de faire des déclarations audacieuses. Après que Cao Gang soit entré, Delon a confronté Chen Dalai, qui avait calmement siroté du thé. Delon a mentionné à Chen Dalai qu'il avait entendu dire que quelqu'un voulait changer les règles pour les pairs. Il soupçonna alors que Chen Dalai était celui qui avait une grande gueule. Chen Dalai a confirmé avec confiance et a qualifié Delon de vieux bonhomme. Frustré, Delon a insulté Chen Dalai, disant qu'il avait peu d'intelligence mais beaucoup de courage. Jiaming a exprimé avec confiance son désir de découper Chen Dalai en premier, tandis que Chen Dalai a déploré le manque de règles et de discipline au sein du Cao Gang, soulignant la capacité de quiconque à intervenir. Au même moment, un groupe d'invités non invités arrivait devant le restaurant. Un homme a demandé si la personne était présente, ce à quoi une autre personne a confirmé l'avoir vu entrer dans les lieux. Déterminé, l'homme déclare qu'il ne faut pas les épargner et décide d'agir. Jiaming a informé Delon que Hong Tianji de la Golden Dragon Security Company était arrivé. Delon se demandait pourquoi ils étaient ici puisqu'il n'y avait eu aucun conflit avec eux auparavant. Il regarda par la fenêtre, se demandant si Chen Dalai avait été envoyé par la sécurité du Dragon Doré pour discréditer le gang Cao. Delon ne put s'empêcher de rire à cette pensée. Confiant que le Cao Gang resterait imperturbable, il décida finalement de les laisser entrer. Alors qu'ils approchaient, Hong Tianji cria le nom de Delon. Tianji s'est demandé s'il avait l'intention de libérer Chen Dalai de sa persécution, s'exprimant avec autorité. Inshin, d'un ton en colère, informa son maître que c'était l'enfant avec la lance qu'il avait blessé, faisant référence à Jailong. Delon a remis en question ce qu'il voulait dire, rappelant à Tianji qu'il était censé soutenir l'enfant. Les deux groupes furent surpris et dirent simultanément à haut. Ils tournèrent ensuite leur attention vers Chen Dalai, qui sirotait calmement son thé. Chen Dalai a demandé qui remplirait son verre, ignorant la tension dans la pièce. Tianji a demandé à Chen Dalai si c'était lui qui avait blessé Luo Inshin. Chen Dalai resta silencieux tandis qu'il versait sa tasse.
Tianji a exprimé son désir de punir Chen Dalaï en l'attachant à un mât de drapeau et en l'exposant au soleil pendant 7 jours. Delon est intervenu, rappelant à Tianji que si Chen Dalaï avait peut-être blessé l'un d'eux, il avait également tué un membre du Cao Gang. Delon a déclaré qu'il ne pouvait pas laisser Chen Dalaï mourir aux mains d'autrui s'il voulait maintenir la réputation du Cao Gang. Il s'est ensuite tourné vers les Jiaming et lui a posé des questions sur la punition selon les règles du gang pour ces personnes. Jiaming a répondu que 3 coups de lame l'auraient tué et que son corps aurait été donné en pâture aux chiens. Chen Dalaï, toujours en train de siroter son thé, écoutait leur conversation. Tianji s'y est opposé, insistant sur le fait que Chen Dalaï devrait être remis à la sécurité du Dragon d'Or, soulignant ainsi leur autorité. Chen Dalaï était devenu agacé par leur longue discussion, se sentant frustré et serrant les dents de frustration. Il dégaina ensuite son épée et défia quiconque de faire un mouvement, pointant son épée vers eux avec confiance. Delon a été surpris par les actions de Chen Dalaï alors qu'il était au bout du rouleau et a été surpris lorsqu'il a regardé de près les épées de Chen Dalaï et a demandé le nom de Chen Dalaï. Un air collectif de confusion se répandit sur les visages du gang de Delon et du groupe de sécurité de Golden Dragon. Chen Dalaï a répondu avec son nom de famille, Wu. Delon, en sueur, a demandé si son nom complet était Gaijeng. Chen Dalaï, agacé par leurs questions, leur a demandé s'ils voulaient toujours se battre. Delon a rapidement reculé, affirmant qu'il n'osait pas. Tianji était confus par le changement soudain de comportement de Delon. Delon a conseillé à Tianji de partir, déclarant que les problèmes de sécurité liés au prince Wu étaient de la responsabilité du gang Cao. Il a souligné son engagement à protéger la sécurité du prince. Tianji a interrogé Delon sur sa déclaration, exprimant sa confusion. Delon a exhorté Tianji à partir immédiatement, déclarant qu'il le faisait pour son propre bien. Chen Dalaï semblait perplexe face à la situation, tandis que Jai Long exprimait son irritation et demandait s'il avait encore besoin de se battre. Delon a déclaré chevaleresquement que si sa supposition était correcte, le nom de famille de Chen Dalaï n'était pas Wu. Chen Dalaï resta silencieux, surpris par cette remarque. Delon sourit à cette pensée, convaincu que son hypothèse concernant le nom de famille de Chen Dalaï était correcte. Son expression a changé, assurant à Chen Dalaï qu'il ne révélerait pas son identité et soulignant qu'il était responsable de grandes et petites entreprises. Chen Dalaï, intrigué par la mention de son identité par Delon, se demanda s'il avait été découvert en tant que chasseur de montagne. Alors que Delon partait, Chen Dalaï leur sourit et Jai Long gardait une expression stoïque. Après que le gang Cao et la sécurité du dragon aient quitté la zone, Jai Long a interrogé Chen Dalaï sur son identité cachée qu'il ne connaissait pas. Chen Dalaï l'a nié, déclarant qu'il était également confus. Il réfléchit à l'identité de ses épées et se demanda à qui il devrait s'adresser s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Pendant ce temps, Delon et Tianji montaient à cheval avec leurs groupes respectifs qui les suivaient alors qu'ils rentraient chez eux. Tianji a interrogé Delon sur l'importance de Chen Dalaï pour lui et pourquoi il l'avait protégé. Delon a répondu qu'il ne protégeait pas Chen Dalaï, mais plutôt Tianji. Tianji a exprimé sa confusion et a demandé contre qui il avait besoin de protection. Delon a laissé entendre que Chen Dalaï était la personne avec laquelle il ne pouvait pas jouer, soulignant l'importance de son épée comme preuve. Tianji a remis en question l'importance de l'épée, suggérant qu'elle avait peu de valeur à moins que Chen Dalaï ne vienne d'une famille riche qui utilisait les épées comme objet de décoration. En revanche, Delon a mentionné qu'il s'agissait de l'épée de l'homme ordinaire. Tianji a répété la déclaration de Delon à propos des épées, mais ses paroles sont restées inachevées lorsque Delon l'a interrompu, suggérant que le mentionner serait un acte coupable contre Dieu, ce qui implique qu'il ne voulait pas le commettre. Remontant à la 22e année de l'empereur Ming, le fer fut extrait de la montagne Tianjin et 14 épées furent forgées, une épée du fils du ciel portée par l'empereur de l'empire et 12 épées de vassaux données aux 12 princes. Il y avait un 6e prince qui, depuis son enfance, ne voulait pas étudier mais préférait s'associer avec de puissants marchands et porteurs. L'empereur Ming ignorait son inflexibilité et appréciait sa franchise, c'est pourquoi il fit fabriquer une épée spécialement pour lui. Le nom de l'épée est l'épée de l'homme ordinaire.